Abdou-Latif Coulibaly, bonjour. Est-il besoin de vous présenter? Ah ben, sûrement oui, il faut toujours présenter. Je vais sacrifier à la tradition alors. Vous avez occupé plusieurs portefeuilles dans le gouvernement du président Macky Sall durant son premier mandat. Ministre de la promotion de la bonne gouvernance, porte-parole du gouvernement, ministre secrétaire général du gouvernement et enfin ministre de la culture, poste que vous avez dernièrement occupé. Abdou-Latif Coulibaly, je vous appelle Plume, je vous appelle Voix, ministre, homme politique. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus passionné? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Tout ce que j'ai fait m'a passionné, tout. J'ai été journaliste, c'était une passion débordante chez moi. Je crois avoir fait le travail que je devais faire. Maintenant, c'est aux autres d'apprécier le travail que j'ai fait, mais je l'ai fait avec passion, détermination et une conscience aiguë, je crois, de mes responsabilités de journaliste. Je suis allé faire de la politique, j'ai également exercé mes fonctions de ministre avec beaucoup de passion et un recul par rapport à ce qui était une mission qui m'a été confiée un temps par le président de la République. J'ai eu l'occasion encore de le remercier pour avoir fait confiance pendant 7 ans. Je retiens toujours que c'est l'entrée dans un gouvernement qui est facile, qui est difficile plutôt, et en rester également extrêmement difficile. Il restait plutôt extrêmement difficile. Je l'ai fait pendant 7 ans, je remercie Dieu et le président de la République. Maintenant, je n'ai jamais accepté de faire quelque chose sans passion. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Et je crois que j'avais raison, et j'aurai encore toujours raison de faire les choses avec beaucoup de passion. Parce que c'est dans la passion que réside la volonté de faire, que réside également la qualité, je crois, dans le travail fait. Voilà. Des regrets d'avoir choisi d'être un ancien journaliste pour vous reprendre quand vous avez décidé de faire de la politique, ou plutôt choix assumé? Totalement assumé, et je continue de l'assumer d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que vous pensez que j'ai quitté la politique, mais pas du tout alors, j'y reste. Et mais pourquoi vous avez quitté le journalisme? Parce que j'avais considéré... Je dois dire, il m'est arrivé de dire, mais pourquoi Abdou-Latif Coulibaly dit « je suis un ancien journaliste ». Décidément, le médecin, il devient ministre et il reste médecin. Pourquoi le journaliste ne devrait pas rester journaliste? Oui, mais écoutez, moi je suis... C'est vrai, c'est sans prétention que je suis profondément marqué par l'accent anglo-saxon du journalisme. Les anglo-saxons, ils considèrent quelqu'un comme étant un journaliste quand il est dans une rédaction. Quand vous n'êtes plus dans une rédaction, vous avez comme profession le métier de journaliste, mais vous ne l'exercez plus, donc vous n'êtes pas journaliste. Il est notable de mon point de vue qu'un journaliste, c'est celui qui écrit des articles de presse, des articles à la fois de fond, des enquêtes, des analyses, des éditoriaux, etc. Quand vous ne le faites plus, il ne faut plus revendiquer la qualité de journaliste, à moins que vous dites j'ai eu comme profession ou j'ai comme profession le métier de journaliste. Mais je ne suis plus journaliste en fait. Vous n'entendez pas du tout reprendre un jour votre plume de journaliste, votre micro de journaliste? À moins que vous n'acceptiez vous-même de me céder votre place ici, de me nommer comme directeur général. Mais bienvenue. Non, c'est une mauvaise blague. Non. Pour l'instant, je fais autre chose. Je suis vraiment en politique et je fais la politique avec beaucoup de plaisir et de passion. Voilà. Alors, question d'actualité, de préoccupation même nationale, c'est le dialogue qui commence à s'instaurer entre le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir auquel vous appartenez plutôt et l'opposition se sont entendus sur la mise en place prochaine d'une commission cellulaire qui rappelle celle qui avait abouti au code dit consensuel de 1992. Vous étiez journaliste à l'époque. Et qu'est-ce qui a changé à votre avis pour que les acteurs politiques opposés puissent arriver finalement à cette situation de décrispation? Je vais quand même dire une chose. D'abord, apporter quelques nuances par rapport à la question telle que vous l'avez posée. Vous avez dit le dialogue enfin commence. Je ne crois pas que le dialogue ait été rompu dans notre pays. Sincèrement et honnêtement. En tout cas, entre le pouvoir et l'opposition.
même entre le pouvoir et l'opposition, je ne crois pas, sincèrement et honnêtement. Je dis des faits. Pour arriver à un audit du fichier électoral, vous vous souvenez bien, c'est l'opposition et le pouvoir d'État qui s'étaient organisés pour faire un choix sur l'Union européenne pour que l'Union européenne désigne des experts qui sont venus auditer le fichier électoral et ont eu comme conclusion que le fichier était fiable à plus de 99%. Qu'il y avait quelques doublons dans le fichier qu'il fallait corriger. Ils avaient fait un certain nombre de recommandations qui ont été également entérinées et qui ont été réglées. Il me souvient également que l'opposition a été présente quand le gouvernement du Sénégal a nommé à la tête d'une commission l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba. Il me souvient également avoir assisté personnellement à une réunion au Palais de la République où l'opposition, pour une bonne part de celle-ci, était présente. Je n'ai pas souvenance d'un moment où le gouvernement a refusé de demander à l'opposition d'être présent et que l'opposition ne l'a pas accepté. En tout cas, l'opposition ne tient pas le discours que vous êtes en train de tenir. L'opposition accuse le président Macky Sall de ne pas dialoguer et donne par exemple du parrainage en disant le pouvoir a pris l'initiative tout seul. D'accord, l'opposition peut le dire, mais c'est la véracité des faits. D'abord, je ne comprends pas sur quoi il fallait dialoguer sur le parrainage, dans le principe. Mamoudou. Le parrainage est présent dans le code électoral depuis 1992 par la commission cellulaire dont vous avez parlé qui avait élaboré le nouveau code électoral. Il était inscrit noir sur blanc dans le code électoral sénégalais que doivent être parrainés tous les candidats qui ne sont pas adoubés par des partis politiques ou des coalitions de partis. Donc le principe du parrainage, il est là. De quoi fallait-il discuter? Probablement des modalités pratiques. Oui, un parrainage qui élimine 22 candidats, est-ce qu'il ne faut pas le questionner? Mais justement, le parrainage a pour principe d'éliminer des gens. 22? Mais le nombre n'est pas important. Sur 27? S'il y a 22 candidats qui n'ont pas les capacités telles que ça a été défini par la loi, et encore je le précise, c'est la loi qui a défini, mais est-ce qu'il faut les laisser passer? Auquel cas, pourquoi on ne se préoccupe pas trop d'un des cas les plus élaborés en matière de démocratie au monde, les États-Unis, où le parrainage finit par mettre en place 2 candidats seulement. 2. Aux États-Unis. 2 candidats seulement. Mais c'est un parrainage. Pourquoi on ne se met pas en France, où une de nos compatriotes qui est devenue française a été éliminée par le parrainage en France? Parce que les critères posés par la loi n'ont pas pu être respectés par certains. Oui. Pourquoi le parrainage a pu laisser passer des candidats, 7 candidats d'ailleurs, contrairement à ce que vous dites? Parce que Karim Wade et Khalifa Sall étaient passés. Je vous le concède. Non, ils ont été retenus pour des raisons judiciaires. D'accord. Vous êtes un très bon journaliste, je le sais. Absolument. Et vous posez mettons 20 candidats qui ont été éliminés, recalés par le filtre du parrainage sur 27. Mais c'est le but et l'objectif du parrainage. C'est d'éliminer des candidats qui n'ont pas une envergure nationale, qui autrement auraient fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de candidats sur la liste et beaucoup plus de dépenses, et une organisation encore plus difficile, plus complexe. Alors, mais c'est ça l'enjeu. Dans son livre blanc, l'opposition, en tout cas représentée par les 4 challengers du président Macky Sall lors du scrutin présidentiel du 24 février, parle de hold-up électoral, et sur la question du parrainage, elle accuse le Conseil constitutionnel d'avoir été complice du pouvoir. Vous répondez quoi? Mais je constate simplement que ce discours, je l'ai entendu en 1993, par la même personne qui aujourd'hui a présenté un livre blanc, à l'époque directeur de campagne du président Abdoulaye Wade. Figurez-vous qu'en 1993, l'un des candidats, Idrissa Seck, quand Abdoulaye Wade a perdu en 1993, ils ont présenté des résultats que nous-mêmes avions présentés dans Sud Quotidien à l'époque. Je veux savoir avoir fait une analyse. Mon point de vue de l'époque est le même qu'aujourd'hui. Je ne change pas. Et vous aviez dit quoi? J'avais dit exactement. De ces résultats, j'avais dit exactement. Et aujourd'hui, oui. Et l'éditorial qu'on avait fait. Oui. Diouf, Wade prend Dakar
et Diouf l'attend au tournoi. Ça veut dire simplement que Diouf avait perdu Dakar, on l'a reconnu, et que Diouf avait gagné l'intérieur du pays, avait gagné le vote. Et qu'eux-mêmes s'étaient fourvoyés en prétendant à l'époque que Diouf avait volé les élections. Le même discours de 1993 est revenu à quelques nuances près. Aucun changement dans le discours et dans le comportement de ces gens-là. Moi, je l'ai suivi à l'époque, j'étais journaliste. Je me rappelle avoir publié un éditorial d'ailleurs en 1988 où ils ont répondu dans le SOPI pour dire Latif, calme-toi. Donc ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis ministre de la République, la majorité, je constate des faits à travers l'histoire, le même comportement, la même attitude. Figurez-vous, en 1993, je me souviens, moi j'étais à l'antenne, annoncé à la radio et en direct que le président Diouf allait féliciter Wade, et la première personne à qui j'ai parlé après mon annonce, c'est celui qui a dénoncé aujourd'hui les gagnants. Les mêmes journalistes qui étaient crédibles en 1993, annoncer les résultats qui étaient acceptés, sont devenus incrédibles, non crédibles en 2019. Oui, et dans le livre blanc, en tout cas, les mêmes. Dans le livre blanc, la presse, en tout cas, certains groupes de presse sont accusés d'avoir publié des résultats préfabriqués, fallacieux. Oui. Vous vous souvenez, en 1993, Nicolas Bali, qui était le correspondant de presse de RFI, sa voiture a été brûlée, il a été lynché, heureusement qu'ils ne l'ont pas tué. De la même manière, à l'époque, un des dirigeants de l'opposition avait proclamé Urbi Orbi que les magistrats qui se prépareraient à faire de la fraude n'ont qu'à préparer les linceuls. C'est le même discours de 1993 qui est repris aujourd'hui en 2019. Aucune variance, sinon des nuances par rapport à ce qu'il dit. Le président Macky Sall n'a pas été félicité par ses challengers, pour rappel, mais Abdou Latif Coulibaly, si vous devriez faire un bilan du processus électoral qui a été marqué comme point culminant l'élection du 24 février et la réélection du président Macky Sall, quels sont les aspects qui vous semblent nécessaires quand même à corriger? Moi je vous dis une chose. J'ai écrit des articles il y a longtemps. Depuis 1996, je ne parle pas de 2000, aucun pouvoir, quel qu'il soit, ne peut frauder des élections au Sénégal. Aucun. Ce que le Sénégal a réussi comme pouvoir, c'est extraordinaire à partir de son code consensuel de 1992. Et rien de substantiel n'a été modifié dans ce code-là. Si des élections pouvaient être volées en 2000, je ne suis pas sûr que le président Diouf aurait perdu le pouvoir. Si des élections pouvaient être volées en 2012, je ne suis pas sûr que Macky Sall serait au pouvoir. La même analyse que j'ai faite en 2000, que j'ai faite en 2012, est celle-là qui demeure vraie par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui, du point de vue du processus électoral. Et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à l'avoir fait. Et quand même 5000 observateurs qui sont présents. Aucun observateur n'a remis en cause les élections dans leur substance et l'essentiel de son organisation. Processus électoral nickel, il n'y a rien à revoir? Il n'y a aucun processus au monde qui soit parfait. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait revoir? Je ne sais pas, c'est des détails sur lesquels ils vont discuter pendant le dialogue. Mais substantiellement, le processus électoral et les résultats qui sont produits sont des résultats fiables à 100% de ce point de vue. Oui, mais apparemment dans ce dialogue politique-là, sur le processus électoral de manière précise, il y a une sorte de nostalgie du code consensuel de 92, puisqu'on nous reparle aussi aujourd'hui de commissions cellulaires, comme celle que Ibou Diaïté avait dirigée à l'époque. Pourquoi ce désir du code consensuel de 92? Ibou Diaïté avait dirigé une commission cellulaire qui avait échoué. C'était juste après 88, quand le grand marabout Abdou Aziz Sy et le PIT à l'époque avaient lancé l'idée d'un consensus national et d'une organisation, d'une sorte de conférence nationale. Ils avaient échoué. En 92, c'est Kéba Mbaye, ayant comme deuxième responsable adjoint scientifique le professeur Kader Boy, qui ont élaboré le code consensuel de 1992 avec le professeur Tamsir Ndiaye, qui a abouti au code consensuel de 1992. Vous savez, le code consensuel est devenu consensuel à partir d'où, quand l'opposition a gagné, en 2000. Jamais ils n'ont été d'accord, ni en 93. Vous vous souvenez, c'est le code consensuel sous l'empire duquel l'élection de 1993 a été organisée. Oui. Ils l'ont contesté. Et Kéba Mbaye, président du Conseil, avait démissionné. Il y a eu aussi l'assassinat, on ne le rappellera jamais assez. Oui, exactement, le 15 mai 1993. Oui. En 98, si vous vous rappelez, ils avaient reproché au pouvoir d'avoir volé les élections législatives.
En 1996, les élections municipales, ils avaient reproché à l'opposition, au pouvoir, d'avoir volé les élections. Ce qui n'était pas exclu sur cette partie, mais c'est parce que le code consensuel était là qu'on a pu, les journalistes à l'époque 96, j'étais directeur de l'information à Sud, qu'on poursuivait dans la rue les gens qui voulaient frauder parce qu'ils étaient coincés. Et c'est en 96, si vous vous rappelez, qu'on a repris les élections municipales dans 4 quartiers à Dakar. Pourquoi? Parce que le code consensuel, avec la proclamation de résultats directs qui était organisé, les journalistes ont pu montrer les failles qu'il y avait dans le code. Et si vous vous souvenez, il y a eu des perspectives législatives et des modifications qui ont été apportées sur les ordonnances, et cela a pu faire en sorte qu'en 2000, ils ont considéré que le code était vraiment consensuel. Mais avant 2000, avant que l'opposition ne gagne, il n'a jamais été consensuel. En 2007, le code n'était pas consensuel. Parce que quand Abdoulaye Wade a gagné au premier tour, ils ont boycotté les élections législatives, en disant que tant qu'on ne va pas réviser le code électoral, on ne va pas aller aux élections. Toute l'opposition a boycotté les élections législatives. Vous vous souvenez? Donc le code consensuel, il était consensuel quand? À chaque fois que l'opposition gagne, il est consensuel, il est bon. Quand elle perd, il n'est pas bon. Jury du dimanche d'e-radio, mais aussi d'e-TV, qui reçoit Abdou Latif Coulibaly. Je disais que l'envie d'un consensus reste toujours forte dans le champ politique. Est-ce que cette commission cellulaire qu'on annonce, si elle devrait être mise en place, ne signifierait pas la mise à l'écart du ministre de l'Intérieur? Je ne comprends pas. Quelle est cette position-là? D'abord, ça part du principe que les assises nationales avaient conclu que le ministre de l'Intérieur ne devait pas être un membre de la majorité présidentielle. Ce point a été discuté de long en large dans les assises nationales. Jamais eu de consensus. Et vous n'aviez pas manqué, je vais le rappeler quand même, la première émission que nous avions faite après l'élection du président Macky Sall, oui, de relever pour le déplorer la nomination de Mbaye Ndiaye au ministre de l'Intérieur. Je relève rarement pour déplorer. Oui. J'avais constaté dans ton émission, oui, il est vrai qu'il y avait une large... Regardez la gouvernance démocratique qui parle des élections dans la charte de la gouvernance démocratique que les assises nationales ont produite. Vous verrez rarement des positions aussi tranchées que celle qui a été émise. Et aujourd'hui, on dit, le président vous a signé, donc vous l'êtes. Il y avait 2 questions qui n'avaient pas fait l'objet d'un consensus. 2. J'étais, moi, rapporteur dans les assises nationales de la commission sur les médias, liberté et presse, avec Chérif Elivassi comme président. Et moi comme co-rapporteur. Et on s'est réunis en Ngor Diarama pendant plus d'une journée. 2 questions. C'est la question de dire les descendants, premier ascendant, deuxième ne peut pas succéder au président de la République. Il ne peut pas se présenter. Je trouvais ces législations absurdes. Parce qu'on visait Karim Wade. De toutes les manières, ces législations ne pouvaient pas s'appliquer à Karim Wade. À l'époque, c'était évident. Parce que son père organisait les élections, cette législation dont on parlait n'aurait pu avoir lieu que quand son père quitte le pouvoir. Je me souviens du discours qu'on a tenu là-bas en disant « évitez de légiférer ». C'est la même chose. Moi, dans votre émission, je vous dis, il est vrai, là, les assises nationales en ont discuté. Mais les assises nationales, mais tout dans les assises nationales n'ont pas été acceptés par le président Macky Sall. Il l'a dit de façon clairement. Or, pour conclure sur ce point-là, pour ne pas trop nous éterniser là-dessus, moi, ce que je connais, c'est une démocratie majoritaire. Une démocratie majoritaire, il y a une majorité qui décide et il y a une minorité qui s'oppose et qui explique son point de vue. Et quand il gagne le pouvoir, il applique sa politique. Vous n'êtes pas d'accord, ou en tout cas favorable, à la mise à l'écart du ministre de l'Intérieur? Mais quelle est la personne qui va organiser en disant de façon absolue qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi notre système qui était bon en 2000, bon en 2012, ne l'est plus? Pourquoi? Vous pensez qu'en 2012, les prédécesseurs du président Macky Sall ont quand même eu à nommer pour organiser les élections des ministres qui n'étaient pas... Vous pensez que le général, le général Cissé, paix à son âme, était indifférent par rapport aux résultats que le gouvernement auquel il appartient? Oui, mais il n'était pas militant du Parti socialiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le président Abdoulaye Wade avait nommé Cheikh Gueye comme ministre chargé des élections. Cheikh Gueye n'a jamais organisé les élections. C'est fou. C'était le ministre de l'Intérieur. Mais écoutez, qui était en première ligne? Qui envoyait? C'était Cheikh Gueye qui interdisait les marches sur les élections. Oui, mais c'était qui? Ousmane Ngom. Qui commandait? Il n'y a pas longtemps, il avait dit au président Wade de le laisser organiser les élections. Oui, mais écoutez, qui commandait
l'administration territoriale qui avait la responsabilité d'organiser les élections. C'est Cheikh Gueye était dans la paperasserie ici à Dakar. Tout ce qu'il faisait était convoyé sur la responsabilité du ministre de l'Intérieur, des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs et des maires. Jamais l'administration territoriale n'a été placée sous la responsabilité de Cheikh Gueye. Jamais. Jamais d'ailleurs la DAF n'a été mise sous la responsabilité de Cheikh Gueye. C'est faux. Mais ça également, nous devons, nous comme journalistes, le relever et le dire aujourd'hui. Oui, sauf qu'à l'époque aussi, quand même, Abdoulatif Coulibaly, vous aviez dit que Mbaye Ndiaye, ministre de l'Intérieur, militant de la j'aimerais bien que ça rompait un peu un consensus. Non, j'ai dit le consensus au sein des assises nationales, qui était un consensus, d'ailleurs, qui était douteux. C'est la raison pour laquelle vous verrez... C'était quand même un consensus. Non, c'était pas un consensus absolument acté. Et ça, c'est la vérité. Les gens l'avaient... Je parle wolof, excuse-moi. C'est permis. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont le sentiment que tout était accepté de façon unanime dans les assises nationales. Je suis très bien placé pour parler des assises nationales. Il y a des gens aujourd'hui qu'on identifie comme étant d'ailleurs les héros des assises nationales. Moi, j'ai présidé une commission départementale, celle de Foundiougne. J'ai rédigé le rapport de la commission départementale. J'ai participé à toutes les réunions. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui qui se présentent comme étant d'ailleurs les vrais initiateurs. Bon, je ne conteste pas ça, mais ils n'en savent pas plus que les autres. Oui, on parle de commission cellulaire aujourd'hui. Admettons même que j'ai dit à l'époque, admettons, je le concède, que oui, il y avait un consensus sur les assises nationales. Mais il faudrait quand même dire une autre chose. Si les Sénégalais voulaient que la charte issue des assises nationales soit appliquée comme telle, ils auraient élu Moussa Vagnas, ils auraient élu Tanor Dieng, qui portait les assises nationales. Les Sénégalais ne les ont pas élus. Et je suis d'autant plus placé pour le dire, bien placé, que j'avais soutenu au premier tour Moussa Vagnas, moi. Campagne avec Moussa Vagnas. Très bien. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, on en discute, mais moi, je pose toujours la question de savoir pourquoi les questions-là ne se posent que quand l'opposition perd une élection. C'est quand même incroyable. Oui. En 2000, ça ne s'est pas posé. En 2001, qui a organisé les élections? Les législatives de 2002, qui les a organisées? Toujours été... Si vous pensez que le ministère de l'Intérieur organise, on perd, non. Mais je ne donne pas mon sentiment. Je parle des reproches et des revendications de l'opposition. Oui, c'est l'opposition. Mais j'ai dit conditionnel, si vous pensez. Vous pensez que si l'opposition, si le gouvernement pouvait frauder les élections à Dakar, symboliquement, ils auraient laissé Dakar gagner par l'opposition? Vous le pensez? Jamais. La question, il faut la poser à l'opposition. Mais attendez, Dakar, l'opposition a perdu toutes les élections à Dakar, quasiment, le pouvoir. Pourquoi laisser perdre Dakar alors que vous avez la possibilité de frauder, vous ne l'avez pas fait? Des noms sont avancés pour la commission cellulaire qui devrait être mise en place. Il n'y a pas de certitude d'ailleurs pour l'instant. Le nom de Babacar Gueye, professeur Babacar Gueye, de Mazid Ndiaye. Quel est votre avis sur ces deux personnalités? Mais je n'ai pas d'avis particulier sur ces deux personnalités-là. Je pense qu'ils sont tous compétents pour le faire. Mais vous-même, vous aurez pu diriger ça. Moi, je parle des deux. Non, moi, je dis vous-même. Non, c'est mon raisonnement à moi. Oui. J'ai dit, vous-même, vous pouvez le diriger. Quelle est la différence entre vous et eux? Vous avez une très grande expérience d'aujourd'hui de plus de 25 ans. Vous ne me rajeunissez pas. Moi, je veux dire que moi... mais je dis simplement. C'est brutal pour le dire. Mais vous aurez pu la diriger. Faisons moins la fixation sur les hommes que sur les procédures qui seront mises en œuvre et qui seront acceptés par tout le monde. Les termes de référence. Et bien sûr. Et surtout les procédures. Parce que quand vous avez les termes de référence, on vous dit c'est sur ça que vous allez travailler. Mais il faut définir des procédures pour y arriver. Les procédures qui ont été définies en 1992, Mamoudou, j'étais journaliste actif à l'époque, ils ont été acceptés de façon consensuelle par tous les membres qui étaient présents à la conférence. Les hommes ont compté moins. D'ailleurs, la preuve, certains ont même dit, mais Kéba Mbaye, si on savait, on ne l'aurait pas nommé. Il a pris la fuite à la moindre difficulté. Et certains l'ont dit après. Et des papiers pamphlétaires contre lui ont été écrits. Ça, les personnes, ça importe, c'est vrai. Mais les procédures et les consensus qui sont dégagés sont les plus importants. Je vois qu'on focalise sur la question des personnes. Ça pourrait amener encore des conflits qui n'ont pas de raison d'être.
Parce que quand la société civile dit, moi je propose 2 personnes, les partis politiques disent, moi je propose 2 personnes, on va aller où? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Laisser cette prérogative au chef de l'État. La procédure que Diouf avait faite était pour moi la meilleure. On avait proposé une personne et un consensus s'était dégagé autour de ça. Alors, dernière question sur le dialogue politique, parce qu'il y a d'autres questions qui nous attendent quand même. Je rappelle que nous recevons Abdou Latif Coulibaly, récemment ministre de la Culture, ou ci-devant ministre de la Culture, responsable au niveau de l'APR, le parti présidentiel. Il est même candidat à la mairie de Sokone, nous en parlerons tout à l'heure. Mais sur le dialogue politique tel qu'il est décliné au Sénégal par les acteurs politiques, est-ce qu'il n'est pas réducteur par rapport à l'utilité d'entendre d'autres acteurs de la société qui peuvent avoir des préoccupations qui sont totalement autres qu'électorales? Mais c'est très bien, et vous avez raison de le dire. Le dialogue dans une démocratie ne se résume pas à l'aspect politique des choses. C'est tous les aspects de la vie nationale. Et cela n'a jamais été rompu. Même s'il y a toujours des difficultés de l'enseignement supérieur. Vous vous souvenez, quand il a fallu prendre des mesures hardies dans l'enseignement supérieur, investir 387 milliards de francs entre 2012 et maintenant, quasiment la même somme investie depuis 1960, il a fallu de grands consensus nationaux, un très grand consensus élaboré autour d'une personnalité, forte personnalité académique, Bachir Souleymane Bachir Diagne. Et tout ce qui est appliqué par la suite est issu de ce grand dialogue entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur et la société, la société civile, la société politique et de manière générale la société active. Autrement dit, le 28 mai, on ne parlera pas que de politique, puisque c'est la journée nationale du Je ne sais pas, c'est les termes de référence qui vont déterminer le contenu, qui vont déterminer le contenu. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que le dialogue dans une démocratie ne doit pas être un tête-à-tête absolu entre les politiques. Autrement dit, ce qu'on dit dans la vie civile serait une vérité absolue. Qu'en fait, le pays est régenté de bout en bout par la politique. Et on oublie par ailleurs les autres secteurs qui peuvent beaucoup apporter à la vie nationale. Mais justement, le chef de l'État a fait face au monde du travail récemment pour quand même parler des finances publiques, en disant qu'il y a eu plus de 300 milliards dépensés pour acheter des véhicules. C'est quand même énorme. Que la masse salariale s'est alourdie. Il a même dit qu'il est hors de question d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Mais ces questions-là, est-ce qu'elles ne doivent pas être approfondies, Abdou Latif Coulibaly? Parce que quand un gouvernement dépense 300 milliards pour acheter des véhicules de fonction, mais je suis d'accord avec toi. Vous étiez dans le gouvernement. D'ailleurs, moi, la question qui pose le moins de problèmes au Sénégal, c'est la question politique. Vous savez, les Sénégalais sont tellement lucides. À chaque fois que les politiques posent un problème qui semble insurmontable, les Sénégalais en ont décidé. Pourquoi? Vous parlez tout à l'heure de parrainage. Toute l'opposition réunie avait dit à l'époque qu'il n'en est pas question, sauf une partie. Les Sénégalais ont voté à 58,26% pour Macky Sall, qui a institué le parrainage. Ils avaient dit également qu'on n'irait pas aux élections. 66% des Sénégalais sont sortis pour aller voter. En réalité, ce que nous peinons à régler dans ce qu'on appelle le dialogue, les Sénégalais tranchent la question. C'est dire qu'il y a une maturité politique telle dans notre pays que moi, les questions politiques qui semblent érigées en des questions majeures, insurmontables, sont réglées par le jeu de la démocratie. Maintenant, ma question sur les finances publiques, comme j'ai dit tout à l'heure. 300 milliards en 7 ans pour acheter des véhicules. Vous avez entendu le président en parler lors du 1er mai. Vous étiez ministre. Petite parenthèse, vous aviez combien de véhicules de fonction, Abdou Latif Coulibaly? Moi, j'avais un véhicule de fonction, un véhicule de service. Parce que ça aussi, c'est pas Macky Sall. Il faut monter à la loi de 1958. Elle est bonne, cette loi? Mais il faut la changer. Il faut la changer. Et c'est qu'il a préconisé de faire. Je vous révèle que le président a envoyé une mission qui a séjourné au Rwanda pendant 15 jours et revenu avec des conclusions majeures. Cette politique est celle qui est en vigueur aujourd'hui au Rwanda. Il a raison. Regardez la loi de 1961 qui régit la fonction publique. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été changée. Il y a eu 3-4 présidents de la République dans le pays. C'est une loi de 1961 qui régit la fonction publique sénégalaise. Moi, j'ai été 3 ans responsable de la gouvernance légistique au pays. Est-ce qu'il peut arriver qu'un ministre puisse se retrouver avec 8 voitures ou 8 véhicules de fonction? Ce n'est pas le ministre à qui on affecte le véhicule. Dans les services du ministre, il y a plusieurs services qui on affecte 2-3 voitures.
Je ne comprends même pas comment c'est arrivé que le ministre puisse avoir 8 voitures à son service. Et d'ailleurs, c'est une faute. Ce n'est pas le fait. Ce n'est pas une faute. C'est ce qui relève aujourd'hui de ce qu'on appelle la gestion des comptes publics. Il y a bien quelqu'un qui les a affectés là-bas. Mais pour moi, ce n'est pas une faute. C'est une faute de gestion à la limite. Faute quand même. Faute de gestion à la limite. Parce que ce n'est pas normal. Qui doit être sanctionné. Là, j'interroge Latif Coulibaly. Oui. D'ailleurs, les Facebookers vous ont interpellé sur cette question. Ils ont envie de retrouver ce Latif Coulibaly avec sa plume critique, avec sa liberté de parole. Est-ce qu'il faudrait sanctionner cette faute? Le problème de ce qu'ils le disent, mais c'est qu'ils ne sont pas des gens quand même très justes avec moi. Eux, ils ont le droit d'orienter leur vie comme ils l'entendent. Et ils ne voudraient pas que moi, Latif Coulibaly, que j'oriente la mienne comme je l'entends. Mais c'est une souveraineté monastique de ma part que de dire Latif Coulibaly, à un moment T de sa vie, fait autre chose. Parce qu'ils ont aimé un certain Latif Coulibaly aussi. Mais, vous savez, quand j'entends ça... C'est peut-être une preuve de leur attachement à vous aussi. Non, je comprends. Il y en a qui le disent avec beaucoup de sympathie à mon égard. Oui. Et de regret parce qu'ils regrettent le journaliste. Oui. Il y en a qui le disent pour dire, ouais, mais vous avez vendu votre âme. Voilà. Oui. C'est le Sénégal qui est ainsi fait. Ou la démocratie qui est ainsi faite. Oui. C'est pas mon problème. Parce qu'il faut que les gens sachent que quand j'ai fait mon doctorat au Canada, je suis revenu, j'étais engagé. Je ne vais pas trop le répéter. J'ai eu le privilège de vous avoir comme étudiant, vous, au CECI. J'étais jeune assistant qui venait d'arriver, engagé. Je suis resté 8 ans. J'ai pris ma plume, je suis allé voir le recteur, je lui ai déposé ma démission. Il se trouve que le recteur était vraiment un oncle à moi, parce qu'un de ses neveux était un ami personnel. Oui, et quand une faute de gestion est avérée, elle ne doit pas être sanctionnée? Je ne sais pas si elle doit être sanctionnée. C'est au responsable de doit faire. Toute faute, tout manquement doit être réglé d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit, pour moi. Il était quand même ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance. Oui. Ce n'est pas parce que je suis ici que je redirai ça. Non. Tout manquement dans la conduite d'une mission doit être vérifié et que la sanction, comme d'ailleurs négative ou positive, je n'ai pas à me prononcer sur ce cas particulier. Donc je n'ai pas d'ailleurs les preuves. J'ai vu dans la presse dire cela. Maintenant, et ça je le regrette dans la presse, il y a beaucoup de choses qui sont relayées dans la presse, y compris la presse qu'on appelle la presse sérieuse, qui sont fausses, totalement fausses. Donnez-nous un exemple. Mais il y en a beaucoup. On n'a pas annoncé un décès avant-hier de quelqu'un, un grand marabout de ce pays-là, écrit, c'est fou. Oui, là je parle de la gestion, des questions de bonne gouvernance. Non, mais c'est pas ce que je parle. Parce que le président Macky Sall avait été élu sur le thème, il a eu à le dire, et ça avait charmé, il faut le dire, la sobriété et la vertu. On ne voit pas. Est-ce que la sobriété et la vertu ont été au rendez-vous des années de gouvernance du président Macky Sall? Sans prétention aucune. Vous savez pourquoi les gens ont mon nostalgie dans la presse? Oui. Je le comprends. 12 ans, 7 ans que je suis dans le régime. Je n'ai jamais vu une enquête sérieuse organiser, travailler sur ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance au Sénégal. Jamais. Et je lis la presse tous les matins. Aucun livre sérieux publié sur ce qu'on peut appeler les scandales que moi j'ai dénoncés dans ce pays-là. Ce qui est paradoxal d'ailleurs. Il y en a quand même qui ont écrit et qui ont parlé de scandales aussi. J'ai dit des investigations. Très bien. Qui ont abouti à une commission parlementaire, par exemple, entre autres. Une commission parlementaire. Ce n'est pas parce qu'on a dit telle chose que le fondement est acté. Oui, d'où ma question, est-ce que la sobriété et la vertu prônées par le président Macky Sall ont été au rendez-vous de ces années de gouvernance? Pas dans tous les cas. Dans certains cas, ça a été pas du tout lui-même à la hauteur de ce qu'il voulait. Comment pouvez-vous assurer que tout sera d'une probité nickel dans la gestion du gouvernement ou dans la gestion d'une administration? Je donne l'exemple du pétrole. Est-ce que vous pensez que les accusations sur la gouvernance du pétrole sont fondées pour être plus concrètes? Vous me donnez l'occasion d'en parler. Oui. D'abord sur le pétrole, c'est quelle accusation et accusation? Citez-moi 2 accusations. Thierno Ousmane Sall, qui a été ministre, a dit dernièrement que c'est à cause de Total qu'il a quitté le gouvernement et que Total était en 5e position dans l'ordre de l'appel d'offres. Et c'est Total qui a été choisi. Et pour lui, c'est une question qui relève de la mauvaise gouvernance. Cas précis. D'abord, c'est un cas précis que si cette personne
n'a jamais pu prouver à la face du monde, voilà un appel d'offres. Personne. Jusqu'à présent. J'entends parler d'un appel d'offres ni international, ni national, pour appeler les candidats. Oui, dans les soumissions, dans les... Non, mais attendez, d'abord les faits. Vous avez dit un appel d'offres, ça n'existe pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Et ça n'existe pas. Comment on peut dire après, dans l'appel d'offres, il était le moins... Les offres, Abdoulatif Coulibaly, je pense qu'on peut s'entendre sur une chose. Thierno Alassane Sall, vous avez peut-être lu, a dit que Total était en 5e position en termes d'offres. Et que c'est Total qui a été retenu. C'est un cas concret. Je vous pose la question. D'abord, c'est son appréciation des faits. Oui, qu'est-ce que vous répondez? Mais je n'ai pas à répondre par rapport à quelqu'un qui fait une accusation. Encore faudrait-il qu'on en fasse la preuve. Je n'ai pas vu la preuve de ce qu'il dit. Et je ne me dérobe pas. Parce que c'est très facile de sortir d'un gouvernement après de venir dire moi j'ai conduit la chose de façon nickel et nette, mais les autres ont fraudé. Quand Mamoudou, si moi je détiens des éléments de preuve, si j'accuse, je mets sur la table les éléments de preuve. Tu n'en as pas vu, j'en ai pas vu. J'ai entendu la parole de quelqu'un. Pourquoi cette parole-là devrait être une parole d'évangile par rapport à celle du Premier ministre qui dit le contraire? Mais voilà le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais il faut pas penser que dans le gouvernement, on discute dans des détails de tout ça. Non. Je connais les dossiers que moi j'ai gérés. J'ai la philosophie globale des autres dossiers que les autres ministères. Et quelques détails, pas tous. Je ne peux pas me prononcer comme si c'était acté, que le fondement est vrai, en disant, mais ce que le Premier ministre a dit est, pour moi, totalement vrai, comme peut-être pour d'autres, ce que l'autre a dit est totalement vrai. Oui, le Premier ministre a dit le contraire. Mais voilà, parfait, c'est à vous. Il y a matière à enquête. C'est à vous, les journalistes, de faire l'enquête. Pas seulement les journalistes, je veux dire qu'il peut y avoir une enquête initiée par l'État. Mais pourquoi l'État initie une enquête? Et d'ailleurs, toutes les enquêtes des journalistes, si elles devraient être efficaces, c'est qu'elles aboutissent à des enquêtes qui sont également initiées par l'État. On est bien d'accord. Qui va faire l'enquête? La preuve, un de vos livres a eu à évoquer un sujet et on a eu droit à une commission d'enquête parlementaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, non, qu'est-ce qu'il est devenu? Je dis l'État, il est important. Le Sénégal a fait une commission d'enquête parlementaire sur les 94 milliards évoqués. Oui, les 94 milliards. Voilà. Par exemple. C'est ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez que l'État enquête. Il y a un opposant qui est sorti pour dire voilà ce qui s'est passé. Un opposant. Je le précise. L'État sort et répond, dit voilà ce qui s'est passé. D'abord sur le pétrole. S'ils vont deux choses. On avait dit l'État du Sénégal a magouillé dans les contrats de pétrole. Il faut être vraiment tombé de la dernière pluie pour dire que quelqu'un va magouiller dans une convention. Une société cotée en bourse, elle ne peut pas signer un contrat dans lequel on retrouve des éléments de fraude. D'abord, son pays d'origine va le poursuivre. C'est aussi évident que ça. C'est un b.a.-ba. Quand le gouvernement a décidé de publier tous les contrats et conventions, y compris les conventions minières, on a changé d'axe. Non, c'est sur la détention des parts qu'il y a un problème. Thierno Alassane Sall a tout faux. Je n'ai pas dit il a tout faux. J'ai dit je ne crois pas à sa version, je crois à la version du gouvernement et celle du Premier ministre. Sudatel Abdoulatif Coulibaly, cela vous rappelle quelque chose? Vous aviez levé un lièvre sur cette licence qui a été accordée à Sudatel avec des commissions qui auraient été perçues et il y a eu même des suites judiciaires. Thierno Ousmane Sy qui était conseiller du président Wade à l'époque, Keba Kende qui est un homme d'affaires. La justice dernièrement s'est prononcée sur le dossier en disant que ces deux personnes n'étaient pas mêlées à cette histoire de commission. Moi, je ne suis pas concerné, j'avais été déjà condamné, donc vraiment je préfère ne pas en parler même. C'est une page qui est tournée. Ah oui, moi c'est tourné. Moi j'ai pas de vindicte contre qui que ce soit. Mais sur cette question-là, vous voyez que même moi, journaliste, j'ai fait une investigation qui avait abouti à des conclusions auxquelles j'ai abouti. La justice elle-même a douté. Pourtant à l'époque elle m'avait condamné. Vous vous rendez compte du paradoxe? Sur les mêmes faits, la justice elle-même est venue à dire qu'il y avait matière à enquêter et à inculper. Si c'était dans un autre pays, à l'époque, et si on faisait les jugements en faveur des journalistes pour considérer quelle a été la bonne foi,
les moyens mis en œuvre, jamais je n'aurais été condamné par la justice. Avez-vous la certitude aujourd'hui que vous ne vous étiez pas trompé sur Sidatel? Je ne peux jamais avoir la certitude aujourd'hui en disant que je ne m'étais pas trompé. Ce que j'avais comme fait, je les ai exposés. La justice avait trouvé que d'ailleurs, en certains moments, il y avait des choses qu'il fallait voir. Elle l'a vu. Elle dit finalement, je n'inculpe pas. Vous savez, je n'inculpe pas ne veut pas dire que ce qui est dit est faux. Vous avez fait du droit. Ça veut dire simplement que je ne dispose pas de preuves pour le prouver. C'est tout. Vos années au gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, invité du jury du dimanche, de quoi êtes-vous le plus fier en termes d'action en tant que ministre de la République, ministre de la bonne gouvernance, ministre de la culture, ministre secrétaire général du gouvernement et qui a initié la construction du building administratif? De quoi êtes-vous le plus fier? Je les prends. Oui. Chaque matière, je la prends en elle-même. Je n'ai pas de liaison entre les deux. J'ai été ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance. Promotion de la bonne gouvernance, porte-parole du gouvernement chargé des relations avec les assemblées. Pour ma première entrée dans le gouvernement, vous voyez, j'avais sur ma tête quasiment 3 portefeuilles, entre guillemets. J'en étais fier, absolument. Vous étiez un cumulard. Ouais, ministre du ciel et de la terre? Non, pas du tout. Ça rappelle de mauvais souvenirs, ça. Non, pas du tout. Non, mais je dis que j'étais fier de ce poste-là. Vous entrez pour la première fois dans le gouvernement, vous êtes porte-parole du gouvernement. Pendant quasiment 20 mois. Et vous êtes en même temps chargé de relations avec les Anglais, un poste prestigieux. Vous apprenez beaucoup. Chargé de la promotion de la bonne gouvernance. Ça veut dire, même pour moi, le travail dans le privé que j'ai fait dans le privé a été payé en retour. Parce que vous me faisiez confiance sur ces questions-là. Voyez-vous. Donc j'ai été à l'Assemblée pendant 20 mois chargé de relations avec. Toutes les lois qui ont été présentées en cette période, j'ai assisté à leur défense et à leur adoption. Secrétaire général du gouvernement, poste extrêmement important, où toutes les normes, la gouvernance normative du pays est entre vos mains. Vous avez sous votre responsabilité 2 commissions. La commission de mise en état des textes et la commission technique de vérification des textes. Et comble également d'honneur, vous présentez devant la Cour suprême, tous les mardis quasiment, pour présenter devant la Cour suprême les textes préparés par le gouvernement, pour demander à la Cour suprême de se prononcer, de donner un avis technique sur ce que le gouvernement entend faire comme loi. Vous ne pouvez pas ne pas faire de ce travail-là. Pendant 3 ans. Ministre de la Culture aussi. Ça, il y avait l'honneur, la fierté, la passion. Je ne voudrais pas revendiquer le titre d'homme de culture, mais en tout cas un homme passionné de la culture. J'y étais pendant à peu près 20 mois, un peu moins. J'ai fait ce que je pouvais faire dans la limite des moyens qui ont été mis à ma disposition. Et dans la limite également de notre ingéniosité et de celle de tous les acteurs qui étaient autour de moi. Une question d'un Facebooker qui dit vous n'avez pas assez soutenu le livre. Vous, Abdoulatif Coulibaly, journaliste, mais doublé d'écrivain, vous répondez quoi à cette question? C'est vraiment une affirmation facile. Ouais. D'abord, quand je suis arrivé, le fonds était de 500 millions. On a publié au moins plus d'une centaine de livres dans mon truc. Plus. Publié. Ou c'est l'État lui-même qui publie. Un État n'a pas vocation pour publier des livres, d'abord. Il vient en appoint, je dis publier des livres, il donne aux éditeurs qui publient. J'ai assisté à tous les festivals qui ont eu lieu où le livre était promu. J'ai fait distribuer dans les collèges du Sénégal et lycées plus de 1300 livres, construit des bibliothèques dans des communes jusqu'à Ngatinaoube et un peu partout. Des clubs, des centres de lecture. Et le projet, ce n'était pas mon projet à moi, c'est un projet du gouvernement que j'ai trouvé ici. Mais j'ai poursuivi. Aujourd'hui, c'est une politique que nous avons initiée à l'époque. Le Sénégal vient de ramasser plus de 1000 bouquins à l'étranger, gratuitement, transportés gratuitement, qu'on distribue dans des centres de lecture. Le cinéma aussi, bon, très rapidement, parce que nous sommes rattrapés par le temps. Le Festival de Cannes, avec un film très bien. Qui est sélectionné, Mati Diop, réalisatrice, un des producteurs, Oumar Sall. C'est à l'époque. Avec des acteurs sénégalais aussi. À l'époque, quand j'y étais pour le festival, Ouaga, j'étais en pleine campagne électorale. Dès qu'on a terminé, j'ai demandé l'autorisation au président de la République d'y être. J'étais à Ouaga, accompagner les cinéastes. J'ai fait prendre en charge. Vous savez, je ne suis pas là pour faire un bilan. Le bilan qui est fait au ministère de la Culture est celui du président de la République, pas le mien. J'étais là pour appliquer une politique qui a été définie par le président de la République et j'ai utilisé les moyens qui ont été mis à ma disposition. D'ailleurs, permettrait de faire une précision et une nuance. Je n'ai jamais dit qu'un gouvernement n'avait pas le droit
ne devait pas couper des crédits. C'est vrai. Quand j'y étais, l'exercice 2018, des crédits ont été coupés, qui est destiné à des fonds. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y en a qui pensent que nous sommes en récession. Le Sénégal n'a jamais été en récession économique depuis 2014. On a un taux de croissance de plus de 5%. En tout cas, il y a des mesures d'austérité qui sont Non, avancées. c'est pas... Vous savez, dans un gouvernement, à des moments donnés, on a défini des priorités. Je ne trahis pas les secrets de délibération du Conseil des ministres. Le 27 décembre dernier, le président a dit « J'ai engagé le rattrapage des déficits qu'on avait sur les infrastructures. On y a investi. C'est vrai qu'il y a autre chose, il faut faire d'autres choses encore, mais je remarque qu'il faut encore davantage faire dans le social, dans la culture et dans le tourisme. Je m'engage dans le mandat à venir à faire un rattrapage également dans la culture, dans le tourisme et ailleurs. Sur la culture, la Palme d'Or, vous pensez que ce film de Mati Diop, Atlantique, on a déjà une Palme d'Or que le Sénégal participe à ce haut niveau. Parce qu'il faut savoir, avant d'y arriver, c'est une sélection extrêmement rigoureuse qui est faite. Très bien. Expérience du dedans et du dehors. Le poste de Premier ministre est supprimé. Il était occupé par Mohamed Boun Abdallah Dionne. Abdoulatif Coulibaly, est-ce que c'est une décision heureuse que de supprimer le poste de Premier ministre? Il n'y a pas un jugement absolu à faire sur ça. Décision heureuse, ça veut dire que c'est un jugement absolu que je fais. Tout dépend des résultats auxquels on va aboutir. Oui, le ministre que vous avez été et qui a vécu le fonctionnement du gouvernement, est-il plutôt tenté de dire oui? J'ai raison. Oui. C'est lui qui a la responsabilité aujourd'hui de conduire l'action du gouvernement. En son fort intérieur pense qu'il est plus opportun aujourd'hui de supprimer le Premier ministre pour lui permettre de conduire la politique qu'il a mise en œuvre. Je l'ai dit dans une interview. A priori, moi, je ne peux pas apprécier les résultats qui sont attendus, mais j'espère que ces résultats vont aller au-delà des grands résultats qui ont été faits avec les septennats, avec un Premier ministre. J'espère. Parce que c'est là, on pourra dire, il avait raison de le faire. Mais du point de vue institutionnel, on a vu que ce n'est pas la première fois. On a subi des mutations. Mohamed Boun Abdallah Dionne a-t-il été un bon Premier ministre pour l'avoir pratiqué? Moi, je l'ai pratiqué. C'est un Premier ministre qui connaît parfaitement ses dossiers, qui ajoute ses dossiers. C'est incroyable. Vous savez ce que je dis, je ne le dis pas pour la bonne cause pour moi. Non. C'est parce que c'est un technocrate qui connaît du but de ses dossiers. Diligent. Diligent, extrêmement diligent. Maintenant, c'est le président qui sait. Parce que moi, comme secrétaire général, je transmettais les dossiers qui arrivaient à mon niveau, à son niveau. Et de son cabinet, on transmet vers le président de la République. Si le président estime que cette diligence a manqué, c'est lui qui est le mieux placé pour le savoir. Moi, je ne peux pas l'apprécier. On va courir. Il nous reste 1 minute. Dommage. Le président Macky Sall et ses alliés, Mme Aminata Tall vient de quitter la présidence du Conseil économique, social et environnemental, remplacée par Mme Aminata Touré. Faut-il faire partir aussi Moustapha Niasse de la présidence de l'Assemblée nationale, Ousmane Tanor Dieng du président du HCCT? Ce n'est pas, moi, la position de dire Moustapha Niasse doit partir ou ne doit pas partir. Ça aurait été outrecuidant de ma part de le dire d'ailleurs. Mais il est président de l'Assemblée nationale, élu pour 5 ans. Pourquoi dire aujourd'hui qu'il doit partir? Il n'y a rien au plan institutionnel qui l'y oblige et aucun moyen pour l'y contraindre. Le HCCT avec Ousmane Tanor Dieng. Je vous pose la question parce que c'est une question plutôt relative aux relations entre le président Macky Sall et ses principaux alliés. Ces relations, moi je les ai appréciées, je les ai vues. Ces relations qui ont permis qu'il y ait cette grande élection avec une coalition aussi vaste, aussi immense, qu'on n'a jamais vue dans notre pays, qui a duré pendant 7 ans. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, que la preuve nous soit administrée que ces relations sont détériorées, je ne peux, moi, que considérer qu'elles sont bonnes. En revanche, je ne peux préjuger de ce qui va arriver dans 5 ans. Je ne peux pas. Dans 5 ans, ça pourrait être le départ. Ça sera la présidentielle 2024. C'est possible. Vous êtes juriste. Est-ce que le président actuel peut prétendre à un 3e mandat?
Ah non, moi je n'entre jamais dans ces considérations d'appréciation de droit, machin. Vous m'avez jamais entendu parler de ça. Moi, vous m'avez jamais entendu. Pour vous, il fait, son dernier mandat, pour vous, mais le président Macky Sall. Moi, Latif Coulibaly, je n'ai pas à me prononcer. Lui qui sait s'il veut faire son deuxième mandat et s'il ne faut pas faire. Troisième mandat, il ne me l'a pas dit. Je m'en tiens à ce que dit la loi. Le mandat en cours, je m'en tiens à ce que dit la loi. Son dernier mandat. Attendez, je vous répondrai. Oui. Je m'en tiens à ce que dit la loi. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Plus de 2 mandats consécutifs. Nul. Le nul, pour moi, il est français. Est-ce qu'il est juridique? Les juristes le diront. Mais pour moi, le nul ne peut l'inclure également, il l'exclut pas. Pour le moment, vous êtes candidat à la mairie de Sokone. Ah, c'est pas pour le moment, j'ai toujours été. Les gens oublient que je l'étais en 2014. Oui, je dis pour le moment parce qu'on va vers des élections locales. Les journalistes m'ont demandé, est-ce que vous êtes candidat? J'ai dit, avec la même détermination, la même fougue, la même envie de diriger ma commune. Je suis candidat à la mairie de Sokone, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui m'en empêcherait d'ailleurs? Et vous êtes pour l'élection du maire au suffrage universel direct? Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, pour moi, c'est une très bonne chose. Oui, pour moi, c'est une très très bonne chose. Oui. Avec une organisation à date échue de ces élections, en principe prévue au mois de décembre, vous êtes pour le maintien de la date des locales? Oui, tout à fait. Et si elle devrait être reportée? Vous êtes pour le maintien? Oui, je suis pour le respect des calendriers. Maintenant, pour des raisons diverses, et peut-être de contraintes de temps et d'autres choses peut-être, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas, moi, bien placé pour savoir quelles pourraient être les contraintes. S'il y en a, et qu'il y a un consensus autour de ça, pourquoi pas? Je termine par cette exclamation d'Hassan Sen, un de nos nombreux, il faut le dire, Facebookers, en tout cas qui ont réagi sur notre page Facebook quand nous avons annoncé que nous recevions Abdoulatif Coulibaly. Hassan Sen dit « Enfin la plume sort de son mutisme obstiné ». Non, il a tort. Il a tort. Je parle tout le temps, à chaque fois qu'on me sollicite. Je ne sais pas où il voit le mutisme. Vous voyez ce qu'on ne m'a pas dit, parler et dire ce que je dis. J'ai publié un ouvrage il y a 2 ans quand même. Quel est obstiné? Quelqu'un qui écrit un ouvrage de plus de 300 pages sur ce qu'il fait. Qu'il faudrait, ou bien les gens pensent que je dois être dans les médias partout. C'est pas mon fort, moi. Je vais parler dans les médias quand j'en ai envie. Sinon, je prends ma plume, j'écris. Moi, des fois, j'ai pas besoin qu'on vienne m'interroger. Sans aucune prétention, j'ai la capacité d'écrire. Vous savez, non? Quand est-ce qu'on vous lira? Ah, mais on m'a lu souvent. Hein. Un livre. Peut-être que lui ne lit peut-être pas dans la presse. Et j'ai une page Facebook que j'anime régulièrement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un livre d'Abdoulatif Coulibaly sur ses années au gouvernement? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui? Ah oui, absolument. Ça sera pour quand? Ah oui, oui. Je ne peux pas vous dire. Mais avant ça, j'ai été quand même dans la conduite d'une action publique pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et ça, vous allez l'écrire? Ça m'inspire, bien sûr. Vous allez l'écrire? Et j'ai vécu des élections récemment. Je ne vous donne pas de date. Mais vous savez, moi, l'écriture, c'est ma passion, hein, c'est ma vie. C'est ma deuxième femme. Mon épouse le sait bien. Donc, on ne peut pas abandonner sa deuxième femme comme ça. Personne ne peut faire taire Abdoulatif Coulibaly? Sauf Allah subhanahu. Et demain, quand vous trouverez matière à critiquer la gouvernance du président Macky Sall, vous le feriez aussi? Jamais je ne m'engagerai à critiquer une chose à laquelle j'ai participé. Jamais. C'est pas digne. C'est clair. Jamais. Je ne m'engagerai à dire je le critique pour des raisons de critiquer. Le jour où je ne serai plus d'accord, clair. Oui. Très bien. C'est vrai qu'il y a un plafond de verre. Oui. En toute chose, il y a un plafond de verre. Qui signifie quoi? Un plafond de verre, quelque chose que je ne pourrais jamais personnellement entériner. Ça existe dans la vie. Je vous donne un exemple. Oui. Si Macky Sall se mettait à dire qu'il va changer le régime du Sénégal, il va mettre une institutionnalisation ouais, il change le régime, on dit... Une monarchie? Une monarchie, je dis non. Absolument non. Je vous donne des exemples comme ça. Voilà. Voilà. On n'a presque pas envie de terminer cette émission, mais il faut bien qu'on se quitte quand même. Merci d'être venu à l'émission Le Jury du Dimanche.